Personnage complètement oublié il y a encore quelques années, Peacemaker a vu son blason redoré par James Gunn grâce au film de Suicide Squad et la série spin-off Peacemaker dont la saison 2 vient de se terminer. Il est même devenu une des premières pierres du nouvel univers partagé, le DCU, ce qui est d'autant plus étonnant quand on sait que Peacemaker et bien d'autres héros ne sont même pas des personnages créés au sein de DC Comics, mais par un de ses concurrents de l'époque, Charlton Comics. Charlton était un éditeur de comics fondé en 1945 par John Santangelo Sr., un ex-dollar pour violation de copyright, et son avocat qu'il a rencontré en prison, Ed Levy. C'est une filiale de leur boîte publiant d'abord des magazines de paroles de chansons et qui ont commencé à publier des comics afin de rentabiliser les presses que l'on n'éteignait quasiment jamais. Vu les profils, vous vous doutez sûrement qu'on a affaire à de grosses pinces. Charlton a acheté des comics non publiés de compagnies défuntes pour faire des économies sur les créateurs, préféré changer le titre d'un comics plutôt que de créer une nouvelle série, ce qui leur aurait coûté de l'argent. Le comics d'Horror The Thing par exemple, qui devient à partir du numéro 18 Blue Beetle, voilà, soudainement, et ils étaient connus pour être ceux qui payaient le moins bien leurs créateurs à cette époque. Ça n'a pas empêché certains talents de travailler chez eux, notamment Dick Giordano, leur éditeur, Jerry Siegel, créateur de Superman, et Steve Ditko, futur dessinateur de Spider-Man, qui, après sa déception avec Marvel et Stan Lee, va créer plusieurs super-héros pour Charlton. Leur premier héros de comics fut Yellow Jacket, un écrivain de polar qui cherchait simplement de l'inspiration et qui pouvait contrôler les abeilles. Sa série n'a duré qu'à peine 10 numéros, mais il est apparu furtivement chez DC dans Multiversity de Grant Morrison, on en reparlera. Alors après plusieurs comics de romance, d'horreur, de western, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, c'est bien pendant le Silver Age, donc dans les années 60, que Charlton se trouve une identité avec une gamme de action heroes qui finiront par être rachetés par DC Comics dans les années 80 et serviront d'inspiration pour les Watchmen. Le premier d'entre eux était Captain Atom, créé par Joe Gill et Steve Ditko en 1960, qui a gagné des super pouvoirs dont celui de maîtriser l'énergie nucléaire après l'explosion d'un prototype de fusée. C'est seulement chez DC qu'il obtiendra son aspect métallique que vous reconnaissez un peu plus je pense, sa peau étant recouverte d'une substance ultra résistante et liée au champ quantique appelée Dilustel, résultat des machinations et des expérimentations secrètes de l'armée américaine. Vous l'avez sûrement deviné à son design, il s'agit bien de l'inspiration principale pour le Dr Manhattan de Watchmen. Captain Atom avait une certaine importance chez DC jusque dans les années 90, avec une série solo qui a duré pas mal de temps, coécrite par Greg Weisman d'ailleurs, le mec derrière la série Young Justice, et on le voit encore aujourd'hui, souvent en tant que héros en titre du gouvernement américain, était dernièrement dans Justice League Unlimited, et en VF dans Jenny Sparks, même si le titre n'est pas vraiment à son avantage. En 1966, on lui rajoute un personnage secondaire qui lui servira aussi de romance, Nightshade. Apparue dans Captain Atom numéro 82 par David Keller et Steve Ditko, elle peut se transformer en ombre et se téléporter grâce à elle. Nightshade aura peu d'importance dans les années de Charlton et en gagnera bien plus chez DC qu'il ajoutera à sa Suicide Squad, puis dans Shadow Pact. Concernant sa version Watchmen, le spectre soyeux, l'auteur Alan Moore ne trouvait pas Nightshade très intéressante et garde simplement la relation avec Dr Manhattan. Il s'inspirera plutôt de Phantom Lady pour le design et les pouvoirs, un personnage créé chez Quality Comics, aussi racheté par DC, et qui apparaît dans la fresque de vieux super-héros qu'on voit dans le film Superman. Je vous laisse voir notre vidéo à ce sujet, et il prendra Black Canary pour le côté héritage du personnage. Captain Atom a également une némésis importante, le Dr Spectro, qui est capable d'utiliser le spectre lumineux de diverses façons, rayons d'énergie, rayons calorifiques, mais aussi pour modifier les émotions des gens. Le violet rendait heureux, le jaune provoquait de la colère, etc. Une idée qu'on reverra chez DC bien plus tard lors de l'extension du spectre émotionnel de l'univers des Green Lantern dans les années 2000. DC va ensuite relier ce Dr Spectro à un autre utilisateur de la réfraction de la lumière, Rainbow Rider, et l'impliquer dans la création de Major Force, autre adversaire issu du même projet que Captain Atom. Un duo de super vilains de Captain Atom est aussi réapparu régulièrement depuis, il s'agit de Punch and Jewelry, marionnettiste le jour et voleur de bijoux la nuit, qu'on a pu revoir dans la Suicide Squad à quelques reprises, ainsi que dans l'équipe formée par Batman pour attaquer Bane dans l'arc I Am Suicide de Batman Rebirth. Si vous avez lu Doomsday Clock, il semble aussi très proche de Marionette et Mime et ont sûrement servi d'inspiration pour le créer. Un peu moins connu mais toujours existant, nous avons Sarge Steele, un vétéran du Vietnam devenu depuis détective avec la particularité d'avoir une main en acier. Il est apparu dans sa propre série en 1964 pendant une dizaine de numéros. DC l'a réutilisé par la suite en tant qu'agent gouvernemental et va même diriger l'agence Checkmate. Et on l'a vu plus récemment en rôle d'antagoniste dans la série Wonder Woman actuelle de Tom King, où il doit déporter toutes les Amazones des États-Unis. Charlton avait aussi racheté les droits de Blue Beetle à Fox Comics vers 1955. Ils abandonneront très vite les aventures du premier Blue Beetle, Dan Garrett,
avant de le réutiliser 10 ans plus tard, passant de flic à professeur. Et s'il n'avait des pouvoirs que grâce à des vitamines auparavant, c'est désormais le fameux scarabée égyptien qui lui donne toutes ses capacités. Second essai et second échec, les aventures de ce Dan Garrett revisité n'aura pas duré très longtemps, en plus d'être un cauchemar pour les collectionneurs. Blue Beetle passe du numéro 5 au numéro 50 en prenant la place de Unusual Tales jusqu'au numéro 54, écrit par Roy Thomas au passage, avant que le titre ne rechange de titre en Ghostly Tales. Vous pensiez que c'était compliqué de rentrer dans les comics, bah là c'est sûr qu'ils ont fait très fort. La prochaine fois qu'on verra Blue Beetle, ce sera sous les traits de Ted Kord en 1966, créé par Steve Ditko, encore une fois, dans les backups de Captain Atom. Ted est un élève de Dan Garrett qui reprend le flambeau de son mentor. Inventeur, il utilise tout un tas de gadgets pour combattre les criminels. Blue Beetle obtient son propre titre qui dure 5 numéros seulement avant d'être encore une fois annulé avec le reste du line-up de super-héros de Charlton. Où passe l'énième tentative de série à son effigie chez AC Comics, c'est chez DC qu'il va atterrir avec ses copains en 1983 et il aura sa propre série par Len Wein après Crisis on Infinite Earth en 86, en plus d'apparaître dans la nouvelle version de la Justice League. Une belle carrière l'attendra, avec en plus un nouveau Blue Beetle en la personne de Jaime Reyes, qui a même eu droit à son propre film au cinéma, mais c'est bien Ted Kord qui servira pour créer Night Owl chez les Watchmen. En 1966, il y a aussi la création de Peacemaker, celui que vous attendiez sûrement. Il apparaît dans les backups d'un comics de guerre comme il y en avait des tas à l'époque, Fighting Five, et ça n'aura pas duré longtemps pour lui non plus malheureusement. Le principe du personnage était déjà là, un diplomate pacifiste prêt à tout pour maintenir la paix, quitte à utiliser la force. C'est lors de son passage chez DC qu'on lui ajoutera un père anciennement nazi dont le fantôme le hante et le pousse à commettre des actes de violence. Il rejoindra également l'organisation gouvernementale Checkmate, gérée par Amanda Waller à l'époque, mais sa carrière fut vite éteinte par DC, contrairement aux autres héros dont on a parlé jusqu'ici. Mais évidemment, la série de James Gunn lui a donné une troisième vie, et il est désormais bien plus présent. Il a été notamment dans la dernière version de la Suicide Squad, il a eu son propre titre Black Label Peacemaker Tries Hard, et il apparaît également dans Absolute Superman d'une certaine manière. Et ça nous rajoute encore un membre des Watchmen, puisque Peacemaker a servi d'inspiration pour le comédien. Si vous suivez la série Peacemaker, vous connaissez également Judo Master. Créé par Joe Gill et Frank McLaughlin dans Special War Series numéro 4, il a ensuite eu sa propre série avec Judo Master numéro 89, lui c'est bien son premier numéro puisque le titre s'appelait Gunmaster auparavant, où on suit Rip Jagger, un soldat américain caucasien de la Seconde Guerre mondiale qui fait du judo et arbore étrangement le drapeau de l'Empire japonais. Un drapeau qui est déjà mal vu aujourd'hui puisque c'est un symbole de fascisme et en plus porté par un américain, vous comprenez pourquoi James Gunn n'a pas vraiment voulu reprendre cette esthétique. Acteur de Judo Master dans la série Peacemaker Nutley étant de toute façon d'origine vietnamienne et américaine. Une fois arrivé chez DC, Judo Master sera ajouté à la All-Star Squadron, mais il sera remplacé par plusieurs autres itérations, dont son fils qui rejoint Checkmate dans les années 2000, et Sonia Sato, qui aura la politesse d'être vraiment japonaise et fera partie des Birds of Prey. Lors de sa création, Judo Master avait un sidekick nommé Tiger, qui finira chez DC par devenir Avatar, le super vilain principal des Living Assault Weapons, aussi appelé Law, regroupant tous les héros de Charlton le temps d'une mini-série en 1999. Certains d'entre vous devaient l'attendre de pied ferme puisque c'est un fan favorite. The Question a également été créé chez Charlton en 1967 par Steve Ditko toujours. L'artiste a souhaité faire une version valide auprès du Comics Code Authority d'un personnage de comics underground qu'il avait créé nommé Mr. A. Ce reporter incorruptible portait un masque placide en métal et des gants aussi faits de métal pour faire régner la justice. Mr. A comme The Question ont une philosophie objectiviste, très manichéenne, prônant l'individualisme et le libéralisme. Cet activisme républicain très clairement inspirera d'une certaine manière Alan Moore car on le retrouvera encore plus marqué dans le personnage de Rorschach dans Watchmen. The Question est lui aussi un journaliste devenu un justicier sans pitié, surtout comparé aux autres héros de cette période, et il porte un masque donnant cet aspect sans visage qui n'est pas sans rappeler l'assassin sans visage de Richard Fleischer, précurseur des slashers modernes sorti en 1949. Il sera très souvent réutilisé, d'abord par Dennis O'Neil qui préféra l'écrire avec une philosophie zen cette fois, et Greg Rucka lorsqu'il trouva un remplaçant au premier Question avec René Montoya, et on les retrouve tous les deux régulièrement aujourd'hui, bientôt dans une série avec Batman et Green Arrow qui s'appelle Arcadia. Et René Montoya a eu sa propre série, Justice League,
Along the Watchtower. Et nous terminons avec un héros un peu particulier, Peter Cannon Thunderbolt. Peter Cannon a été créé en 1966 par Pete Morisi, un policier qui écrivait sur son temps libre et qui a plus ou moins copié le héros Daredevil. Alors non, pas celui de Marvel, celui de Lev Gleason Publications, créé en 1940. Il s'agissait d'un justicier poussé par la vengeance, comme il y en a eu plein après l'arrivée de Batman, et qui se démarquait par ce costume noir et rouge et l'utilisation d'un boomerang rappelant la forme de la cicatrice qu'un criminel lui a faite au fer rouge sur la poitrine. C'est un personnage qui est désormais dans le domaine public et on le retrouve chez Image ou Dynamite, où on le voit dans Project Superpowers sous le nom de Death Defying Devil, mais on s'égare du sujet, Peter Cannon. Son créateur Pete Morisi n'avait donc pas réussi à avoir les droits de Daredevil et choisit de créer tout simplement un rip-off en 66 avec la même idée de costume bicolore et en lui ajoutant un entraînement chez les moines tibétains qui lui permettait d'utiliser 100% de son cerveau. Le personnage a l'immense honneur d'avoir son propre titre et de commencer au numéro 1, ce qui est incroyable, avant de reprendre la numérotation d'un autre comics et de passer directement au numéro 51, pour finalement se faire annuler avec les autres 2 ans plus tard et se faire racheter par DC. Sauf que Pete Morisi était un peu plus malin que les autres et n'avait vendu à Charlton que les droits de publication de son personnage, qui lui appartenaient donc toujours. DC aussi n'aura que les droits de publication de Thunderbolt, qu'ils utiliseront pour une seule série de 12 numéros en 1992. C'est aussi Peter Cannon qui a inspiré le personnage d'Ozymandias à Alan Moore et Dave Gibbons, complétant le tableau des Watchmen. Aujourd'hui, c'est Dynamite, encore eux, qui publient les aventures de Peter Cannon, qui reviendront d'ailleurs en novembre 2025. Quant à Charlton, après avoir arrêté leur Action Heroes à la fin des années 60, ils continuèrent les comics avec des adaptations de séries animées Hanna-Barbera comme Les Pierres à Feu, les Jetstones, etc. et d'autres licences récupérées comme Flash Gordon, The Phantom ou même Popeye. Dans les années 70, ils profitèrent d'une nouvelle vague de talents venus de fanzine, le CPL Gang, avec Bob Layton, futur cofondateur de Valiant Comics, et Roger Stern et John Byrne, 2 créateurs qui marqueront l'histoire de Superman. Stern pour la mort de Superman dans les années 90, et Byrne pour la mini-série Man of Steel qui révolutionne le personnage, et qui signe ici chez Charlton sa première mini-série avec Doomsday Plus One. Une mini-série en 6 numéros, mais qui continuera quelques années plus tard, jusqu'au numéro 12, mais il s'agira en fait d'un reprint des 6 numéros d'avant avec une simple couverture recolorée. Encore une fois, les grosses pinces de service. Dans les années 80, Charlton ne publie quasiment plus rien. L'éditeur en chef de DC, Paul Levitz, rachète leurs Action Heroes en 83 pour 5 000 $ par personnage, même s'ils n'apparaîtront qu'après ou pendant Crisis on Infinite Earths en 1986. Tous ces personnages arriveront donc à survivre d'une édition cauchemardesque grâce à DC, qui fit des aventures de ces héros de Charlton sa Terre 4, tout en intégrant leur version retravaillée dans leur propre univers. Si ces héros vous intéressent, sachez que tout comme Moore, Grant Morrison leur a consacré une histoire dans Multiversity avec le chapitre Pax Americana sur la Terre 4, qui mélange un petit peu ce qui s'est fait chez DC et ce qui s'est fait avec les Watchmen. Voilà tout pour cette vidéo sur les héros de Charlton Comics et leur avenir chez DC. Il y a encore d'autres éditeurs que DC a rachetés et d'autres terres parallèles à explorer. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en vous abonnant, en likant la vidéo. Et n'hésitez pas à venir sur notre Discord si vous voulez discuter avec nous, et sur Substack si vous voulez voir nos articles et nos petites news. C'était Sledgy pour DC Planet, je vous dis ciao.